Une semaine qui commence avec les Américains en week-end prolongé et les Chinois qui fêtent l'arrivée du cheval de feu toute la semaine, c'est généralement pas des semaines qui restent gravées dans les esprits. Mais cette semaine qui vient de se terminer aura été totalement délirante pour plusieurs raisons. On a eu droit à tout, les angoisses sur le remplacement de tout par l'IA, les peurs de voir les boîtes s'endetter pour construire des infrastructures IA sans être certain de voir le pognon revenir à la maison, mais aussi un certain regain d'intérêt pour la tech et les Magnificent Seven, parce que quand même. Et puis, il y a eu les minutes du FOMC meeting qui parlaient de hausse des taux et de sévères divisions à l'interne. Tiens, d'ailleurs, on ne parle même plus de Kevin Warsh. Et puis, il a fallu, bien sûr, gérer tout ça, plus le fait qu'il y a 10 jours, l'inflation était sous contrôle, voire sous pression, et que du coup, les taux allaient encore baisser. C'était sûr. Et puis, il y avait bien sûr l'Iran qui tournait en boucle en arrière-plan, Trump qui nous faisait mariner avec la bonne vieille stratégie du j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais à moitié, j'y vais pas. Mais dans le doute, il a quand même envoyé un autre porte-avions. Ça négociait sec à Genève, mais on sentait bien que personne n'avait vraiment envie de faire d'efforts. Et puis, vendredi, c'était l'explosion de news qui remettait tout en question, PIB à la ramasse, PCE un peu trop fort, et pour finir, la Cour suprême qui lâche Trump, et Trump qui s'énerve en mettant de nouvelles taxes douanières en place, 10%, puis 15%, et encore, on est que dimanche matin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 22 février 2026, et je suis Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Ce matin, on va essayer de faire relativement simple, remettre cette semaine dans l'ordre et se rendre compte qu'on a déjà largement oublié les choses qui nous préoccupaient en début de semaine. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas revenir, mais on peut pas tout gérer en même temps. On a donc commencé avec les éternelles angoisses sur l'intelligence artificielle. Oui, vous savez, les fameuses interrogations qui nous obsèdent depuis 3 semaines. Va-t-on être grand remplacé par l'IA si on bosse dans la finance, dans l'assurance, dans le software ou même dans le juridique? Anthropic nous sort bientôt un module par semaine qui est censé faire le boulot de 100 000 personnes à chaque fois. Et à chaque fois, le secteur en question se fait massacrer en bourse, un peu à l'image des softwares par qui tout a commencé d'ailleurs. Au final, et pour être très franc avec vous, ça n'est pas impossible qu'effectivement il y ait des conséquences sur le long terme. Mais pas la semaine prochaine. Mais le marché, lui, autant il est incapable de se souvenir de ce qu'il a fait hier, et incapable de voir plus loin que le prochain quart d'heure quand on parle d'investissement long terme, autant il est capable de tout massacrer sur une simple intuition d'un truc qui pourrait éventuellement, peut-être, se passer dans 3 ans. Au-delà du grand remplacement, on a aussi beaucoup parlé de l'endettement sans fin des grandes sociétés qui investissent des milliards et des milliards dans l'IA, sans avoir aucune idée de quand est-ce que ça rapportera un tout petit peu d'argent. ChatGPT lui-même pense que ça prendra encore au moins, 4 ans. Le problème, c'est que les modèles des analystes pensent que s'il n'y a pas de pognon, de gros pognon qui rentre dans les 18 mois, ça va commencer à coincer dans les bilans. Bref, ces tergiversations sur l'IA nous ont occupés, en tout cas, jusqu'à mercredi. Oui, parce que mercredi soir, il y a eu les minutes du FOMC meeting. Et ça a crispé tout le monde parce qu'en lisant entre les lignes, on s'est rendu compte que les gars, ils n'étaient pas opposés à une hausse des taux si l'économie allait trop bien et que l'inflation ne baissait pas assez. Alors, pendant quelques instants, il y a eu comme une espèce de vent glacé qui est passé au-dessus de la skyline de Manhattan. Et puis on s'est subitement rendu compte, oui, parce que des fois on arrivait à réfléchir, que les pensées des membres de la Fed dataient quand même de la fin du mois de janvier et qu'à cette époque, ils n'avaient pas eu connaissance de la baisse impressionnante de l'inflation annoncée il y a 10 jours. Du coup, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose et c'était l'attente des chiffres de vendredi et des interrogations sur le fait que le CPI d'il y a 10 jours aurait largement pu être faussé par le shutdown, la collecte des données ayant été mise à mal à cause des fermetures. Le BLS n'a rien dit à ce propos, mais on y a pensé très fort. Soudainement, le doute nous assaillait. On n'en savait rien, mais on pouvait se poser des questions, et c'est jamais bon de se poser des questions. Il restait donc plus qu'à attendre les chiffres de vendredi. Ce qui devait d'ailleurs bien se passer, puisque Bessent l'avait annoncé, une croissance franche de bien plus de 4%, et Trump avait même articulé un 15%. Souvenez-vous, ça fait pas si longtemps. Mais bon, avec Trump, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. En gros,
le marché attendait grosso modo 2,5 à 3% de PIB sur le quatrième trimestre, selon les estimations, et le PIB américain est sorti à 1,4%. Douche, glacée et sale journée pour Trump qui hurlait partout que tout allait bien se passer. On était à plus 4,4% au trimestre d'avant et là, coup de frein, il fallait donc trouver une excuse et ça n'a pas traîné. La Maison-Blanche a déclaré « c'est la faute du shutdown ». Bah voilà, il n'y a rien à ajouter. Mais pour être parfaitement complet, le Department of Commerce confirme que la fermeture du gouvernement a coûté environ 1 point de croissance. Trump, donc, fidèle à lui-même, accuse les démocrates et on profite pour traiter Powell de « too late » et réclamer des baisses de taux. Ça, on l'avait vraiment pas vu venir. Sur l'année 2025, la croissance ressort donc à 2,2% contre 2,8% en 2024. On ralentit, mais on ne s'effondre pas. La consommation ralentit à 2,4% contre 3,5% avant. Les exportations se replient, les dépenses publiques chutent de plus de 5% avec un plongeon magistral fédéral de 16,6%. Et là encore, merci le shutdown. Et puis alors, il y avait le PCE. Alors après les chiffres du CPI qui montraient de la faiblesse la semaine d'avant, on était gonflé à bloc. On rêvait d'un PCE plus faible pour débloquer la carte baisse des taux au Monopoly du monde merveilleux de la finance. Caramba, encore raté. L'inflation selon le PCE est toujours là, contrairement au CPI qui marque le pas. Le corps PCE sort à 3%, au-dessus de l'objectif de la Fed, et les prix montent de 0,4% sur le mois, et tout ça, c'est pour les biens et les services. Donc, ne cherchez pas, c'est pas juste un effet tarifaire passager. En résumé, la croissance est molle, et tout ça, c'est la faute du shutdown, l'inflation est tenace, et le PCE et le CPI se contredisent, mais ça doit être la faute du shutdown. Bref, Trump est pas content, mais c'est pas de sa faute, et il le crie très très fort. Et encore. C'était juste avant la déclaration de la Cour suprême sur les tarifs douaniers. En conclusion, l'économie américaine ralentit, mais elle ne cède pas. La vraie question maintenant, c'est simple. Est-ce que la Fed peut vraiment baisser les taux avec une inflation à 3% ou est-ce qu'on va encore jouer à attendre et voir pendant 6 mois? Vous avez 45 minutes pour m'écrire une dissertation de 3 pages sur le sujet, et ça sera donc un des sujets, si ce n'est le sujet principal de la semaine qui arrive. Ça et les tarifs douaniers qui viennent juste de reprendre la première page depuis vendredi, bien sûr. D'ailleurs, sur le sujet de la Cour suprême, je vous ai fait une vidéo spéciale. Elle est là en dessous, le lien est dans la description ci-dessous, et la miniature est ici. Donc on va pas se répéter, allez voir cette vidéo, tout est expliqué et tout est le plus clair possible. On va donc pas se répéter, mais on va en parler toute la semaine quand même parce que Trump n'est vraiment pas content. Enfin, toute la semaine. En tous les cas, jusqu'à mercredi. Parce qu'après mercredi, il y a Nvidia. Du côté des performances de la semaine, donc on a un Nikkei qui recule de 1,19%, le Bitcoin qui est toujours en baisse, le Hang Seng qui a ouvert très peu de journées et qui perd 0,58%, Shanghai qui était fermé toute la semaine, donc aucune performance, et puis le Dow qui grappille 0,25%, l'or qui arrive encore à terminer en positif, le S&P 500 qui gagne 1,07% parce que le marché a fêté l'histoire de la décision de la Cour suprême vendredi parce que soi-disant que du coup, il y aurait beaucoup moins de frais d'importation, donc ça allait faire cartonner les boîtes. Et puis, autrement, le DAX prend 1,39%, le Semiconductor Index récupère 1,5%, le Nasdaq 1,5% également, le SMI termine au plus haut de tous les temps comme d'habitude avec une hausse de 1,9%. Et puis, plus loin, plus bas, vous voyez que le CAC 40 prend 2,45%. Lui aussi est allé chercher les plus hauts historiques cette semaine. Et puis, le pétrole à 5,78. Et ça, c'est grâce à ce qui se passe ou ce qui va pouvoir éventuellement peut-être se passer en Iran. On n'en sait rien. C'est le suspense du moment. Ça peut péter d'une seconde à l'autre. Et puis, l'iShare sur l'argent qui reprenait 10%, mais vu qu'il s'était fait dézinguer la semaine précédente, c'est un juste retour des choses. Du côté des stars du SMI, c'est Amrize qui remporte le pompon cette semaine, 11,2% de hausse suite à ses résultats. Kuehne+Nagel qui suit derrière avec plus 5,55. Et puis de l'autre côté, on a Partners Group qui a toujours de la peine, on baisse de 2% cette semaine. Et puis en milieu de peloton, on a quand même les gros noms qui fonctionnent bien. Zurich avec des bons chiffres, Roche qui continue de grappiller plus 2%, Novartis
qui est à un petit pourcent de hausse, mais qui avance. Nestlé, qui a publié ses résultats sur l'année avec un petit peu de retour à la confiance, qui prend 1,67%. Bref, l'un dans l'autre, plutôt une jolie semaine, encore une fois. Et on va le voir sur les graphiques tout de suite, que le SMI ressemble bientôt plus à un chart d'intelligence artificielle qu'autre chose. Voilà, vous voyez le graphique du SMI. Alors ça, c'est clair et net. Vous voyez l'explosion. On va aller visiblement quand même chercher pas loin des 14 000 sur le SMI. On a vraiment l'impression que le marché veut y aller. Ça monte verticalement. Tout le monde monte, on va dire. Il y a un recovery sur Nestlé. Il y a Roche qui repart comme en 40. Il y a Novartis qui cartonne. Donc déjà, vous avez les trois gros poids lourds qui cartonnent. Vous avez un rebond sur la finance également avec l'UBS qui repart à la hausse après justement ces craintes sur l'IA. Donc l'un dans l'autre, vous avez une très très belle semaine, encore une fois, sur le SMI qui clôture, comme vous le voyez, au plus haut de tous les temps. Donc dans cette tendance, eh bien, on a quand même cette hausse ici qui nous fait une espèce de grand flag. Donc on va certainement aller chercher cette résistance à un moment ou à l'autre au niveau des 14 000. Psychologiquement, ce serait assez intéressant qu'on le fasse la semaine prochaine. Si on touche les 14 000 sur le SMI, il y aura peut-être quelques prises de profit pour aller rechercher à un moment donné cette moyenne mobile des 50 jours. Donc à surveiller attentivement parce qu'on va gentiment arriver un petit peu à bout de carburant et de justification pour expliquer la hausse sur l'indice helvétique. Le S&P 500 ne fout strictement rien, il n'y a pas d'autre terme. Regardez, hein, ça fait 1, 2, 3, 4 fois qu'on va chercher les plus hauts historiques. Ici, on n'y arrive pas. Ici, on verra casser la moyenne mobile des 50 jours et en repassant dessus en fin de semaine. Donc la semaine prochaine, si tout va bien, on peut aller peut-être chercher les 7000. On compte sur les chiffres de Nvidia mercredi soir, je vous le dis encore une fois, mais ce sera un des juges de paix de la semaine qui nous attend. Pour l'instant, il ne se passe rien, on a l'air d'être complètement capé à la hausse sur le S&P 500. On verra ces prochains jours si on arrive à casser. Je pense que si vraiment on va casser les 7000, on risque d'avoir une accélération. Ça va libérer tout le monde, mais pour l'instant, on s'emmerde profondément sur l'indice américain. Le Nasdaq, c'est pareil, vraiment dans un trading range pour l'instant. On peut carrément tirer des traits, hein, c'est presque trop facile, c'est un cas d'école. Donc on a un plus haut historique dans la zone des 26 170. Et puis on a le bas de ce range qui fait effet de support à 24 171. Alors sur faiblesse, eh bien on peut essayer de jouer le range parce que visiblement pour l'instant en tout cas rien ne se passe de très concret. Hein. Vous voyez qu'on reste coincé dans cette zone sur le Nasdaq pour l'instant. Les semi-conducteurs, ils vont toujours plutôt pas mal. Vous voyez, hein, on n'est pas loin des plus hauts de tous les temps. Hein. Il y a toujours un relais de croissance à l'intérieur de l'indice. Hein. On va chaque fois chercher d'autres titres qui permettent de générer cette hausse. Et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, que Nvidia va publier ses chiffres mercredi soir. Donc si Nvidia publie de bons chiffres, on va aller chercher les plus hauts historiques sur le SOX. Et si Nvidia publie des mauvais chiffres, on va rechercher la moyenne mobile des 50 jours sur le SOX également. Donc ce sera un petit peu le suspense de la semaine. L'Europe va bien, hein, on a vu sur les performances de la semaine. Donc le DAX ici est en train de retourner au plus haut de tous les temps en direction des 25 500. La raison principale de la bonne performance des indices européens, c'est la faiblesse du dollar. On sait que quand le dollar est très faible, généralement, statistiquement, ça va plutôt pas mal en Europe. Et on entend quand même pas mal d'endroits où les gens sont en train de se repositionner pour aller réduire un peu le risque ultra-tech sur les États-Unis pour aller se positionner sur des boîtes un peu plus défensives en Europe qui payent un peu de dividendes. Alors vous voyez que le DAX se comporte plutôt pas mal. Il a l'air de vouloir aller rechercher les plus hauts de tous les temps. Et puis il y a le CAC 40 qui lui termine au plus haut de tous les temps en fin de semaine. Ça n'arrête pas de monter là aussi sur le CAC. 8515,50 en clôture sur l'indice français. Ça cartonne. Merci Monsieur Macron, parce que c'est bien sûr grâce à lui qu'on arrive à être aussi fort et aussi bon sur l'indice CAC 40. Donc ça rigole et très très bonne semaine sur la France. Là aussi, hein, je vous dis statistiquement, faiblesse du dollar, l'Europe, blablabla. D'où la cassure. Techniquement, difficile de dire où est-ce qu'on va s'arrêter. Là, on est en train de tout casser. Si on va chercher un petit peu les anciennes résistances, vous voyez qu'on peut tirer des trucs comme ça. Bon, on a clairement tout pété sur le CAC. Donc on a encore de la place pour aller chercher bien plus haut, parce que là on est un peu dans une phase euphorique sur l'indice de l'Hexagone. Et puis l'or dont plus personne ne parle, lui aussi il repart, hein, donc on a eu toutes les peines du monde à rester au-dessus des 5000 pendant la semaine, mais on finit la semaine à 5090. Peut-être que les tensions, on va dire les tensions liées à la Cour suprême font que les gens se repositionnent sur des choses un peu défensives parce qu'on sent que ça pourrait secouer dans les jours à venir. Mais affaire à suivre, on verra ça demain, comment le marché va digérer vraiment la chose et les différentes annonces que Trump a fait durant le week-end
Néanmoins, l'or semble de nouveau en bonne position pour repartir un petit peu à la hausse. Et puis alors, le roi de la semaine, c'est le pétrole. Alors lui, pas besoin de nous faire l'explication, hein, vous l'avez vu. On fait un nouveau plus haut, un relative new high, entre guillemets, depuis le début de l'année. C'est la première fois qu'on est aussi haut en clôture sur le baril, puisque là, ce matin, on est à 66,50. La raison principale, bien sûr, c'est la guerre potentielle entre l'Iran et les États-Unis. Alors, on ne sait pas pour l'instant. Trump dit qu'il veut négocier, puis le lendemain, il envoie un porte-avions dans le Golfe, donc on ne sait vraiment pas où est-ce que ça va, mais ça peut péter à tous les instants. Les experts disent que ça va péter. La question, c'est entre maintenant et la fin de la semaine prochaine. Faudra voir au fur et à mesure. On ne sait pas sous quelle forme ça va péter. Apparemment, c'est pas aussi simple que ça d'aller déloger les mollahs de leur siège. Donc, du coup, pas mal de tensions qui restent présentes sur le pétrole. Vous voyez que techniquement, on est dans une tendance haussière sur le baril maintenant. Donc, il suffit que ça pète. Si ça revient au-dessus des 70 $, on va avoir des problèmes. On va reparler beaucoup d'inflation, justement, puisque c'est un des sujets du moment. Si vous avez un baril qui remonte au-dessus des 70 $, ça va être compliqué de plus en plus pour garder les prix relativement bas sur le gallon aux États-Unis. Passons maintenant aux vedettes de la semaine et on commence avec Straumann. Donc Straumann, c'est un peu le dentiste qui vous dit ça va bien se passer en vous demandant d'ouvrir la bouche. Les ventes grimpent à 2,6 milliards plus 8,9% en organique. Donc les patients ont toujours mal aux dents et ça c'est plutôt positif pour le business. L'Europe carbure, le Brésil rigole, l'Amérique du Nord se remet doucement de sa gueule de bois inflationniste. En revanche, la Chine tousse assez fort. Moins de patients, déstockage, ambiance morose, mais promis juré, selon Straumann, ça repartira en 2026. Là où ça pique un peu, c'est sur les marges. Les bits reculent, la rentabilité fond et le cash flow fait un régime express. Entre les effets de change, la délocalisation partielle en Chine et quelques litiges bien salés, le bénéfice net est passé de 459 à 358 millions. Bref, on vend plus, mais on gagne moins. Le dividende grimpe quand même à 1 franc, histoire de pas trop fâcher les actionnaires. Et le patron, lui, se veut confiant pour 2026 avec une croissance attendue entre 5 et 9% et une marge qui devrait se redresser. Comme quoi, tant qu'il reste des caries, il reste de l'espoir. Vous voyez que le graphique se passe de commentaires. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on voit ce genre de choses, vous avez une tendance baissière à très court terme. Hein. Regardez, vous avez une tendance baissière et là, vous avez les résultats là, au milieu. Voilà. Donc là, ça veut dire on n'en a aucune putain d'idée de ce que ça peut bien vouloir dire. On a un extrême bas dans la zone des 92 balles et un extrême haut dans la zone des 100 et on termine plus ou moins là où on a ouvert. Donc ça veut vraiment dire on ne sait pas comment interpréter ces résultats, mais dans le doute, ne faisons rien. En tout cas, il y avait des coups de trading à faire. D'un point de vue tendance, eh bien, on est dans un range de nouveau. Vous voyez qu'on a un espèce de support dans cette zone-là qui pourrait nous permettre de dire au cours des 90,5, faut acheter. Et puis on a maintenant une résistance autour des 105 balles. Donc pour l'instant, un range et rien de nouveau. On espère juste que le patron de Straumann tiendra bien ses promesses. Amrise, c'est le maçon qui construit beaucoup plus, mais qui garde un peu moins dans la poche quand même. Le chiffre d'affaires progresse gentiment à 11,82 milliards de $. On vend du béton, du gravier, des trucs lourds et poussiéreux, et ça continue à relativement bien fonctionner. Mais côté bénéfice, petite fissure dans la façade, 1,19 milliard contre 1,27 l'an dernier. Le BPA glisse aussi, rien de dramatique bien sûr, mais on sent que les marges sont un peu sous pression. Donc oui, l'activité tient la route, mais la rentabilité fait un pas en arrière. Pas de volume, plus de volume, mais moins de jus. Par contre, grosse surprise qui fait plaisir, on double le dividende. Un ordinaire à 0,44 et un exceptionnel du même montant. Traduction, on gagne un peu moins, mais on a du cash, alors on partage. Et ça, les actionnaires, ils ont adoré. Pour 2026, le groupe vise entre 12,29 et 12,52 milliards de revenus. Autrement dit, on continue à couler du béton et à croire que la demande sera au rendez-vous. En résumé, croissance modeste, bénéfices en retrait, mais confiance affichée et petit cadeau aux investisseurs et très belle performance boursière sur la semaine. Voilà, ça se passe de commentaires. On a beaucoup aimé l'histoire du dividende. Résultat, vous avez un titre qui passe de 45 à 50 francs suisses et techniquement il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a pas assez d'historique et on peut difficilement tirer des tendances ou en déterminer quoi que ce soit sur le chart d'Amrise. Et puis Nestlé a publié ses chiffres annuels pour 2026. Le groupe vise 3 à 4% de croissance organique. C'est pas l'extase, c'est même un poil sous l'objectif historique. La faute à un rappel de lait infantile qui a laissé quelques trous dans les rayons et qui en laisse encore. En 2025, ça s'est quand même nettement amélioré, 3,5% de croissance organique, mieux que l'an dernier,
et un quatrième trimestre solide à 4%. Le café, le chocolat ont fait le job avec des hausses de prix bien corsées. Le chiffre d'affaires publié recule à cause du franc suisse qui joue les bodybuilders, mais en interne, ça tient la route, marge à 16,1%, cash flow solide, marketing en hausse. Navratil, le patron, vend l'idée d'une machine relancée au second semestre. Stratégiquement, on simplifie, sortie des glaces, focus sur le café, pet care nutrition. On coupe ceux qui font, on garde ceux qui margent, et on restructure les divisions pour simplifier. Et le dividende, c'est 3,10 francs. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est 66 ans sans baisse du dividende chez Nestlé. Chez Nestlé, on ne promet pas la lune, mais on essaye de promettre une certaine régularité et on veut vraiment regagner la confiance. Voilà, depuis quelques temps, vous voyez que ça va un petit peu mieux. On a tenu notre base de consolidation à 71 francs suisses et là, on repart à la hausse. Maintenant, on a quand même bien tiré. On a pris 10 balles depuis les plus bas. Eh ben, il va falloir tenir ces moyennes mobiles et puis essayer de construire à partir de là pour aller rechercher une tendance de fond un peu plus claire. Vous voyez que sur le long terme, il n'y a toujours pas de tendance. On aimerait bien que finalement, on arrive à avoir quelque chose qui reparte en direction de 90 balles pour dire « Ah, tiens, Nestlé est en train de reprendre une tendance haussière ». Ça nous rassurerait bien après ce qu'on a vécu durant cette période. Chez Zurich, c'était également des publications plutôt enthousiasmantes, tout en sachant raison garder. Depuis la fin du Covid, tout le secteur de l'assurance a remonté les prix. Résultat, marge au sommet, rentabilité qu'on n'avait plus vue depuis 2007. Le bénéfice par action est à un record sur 20 ans. Le dividende a doublé en 10 ans. Mario Greco peut bomber le torse. Il fait mieux qu'AXA, mieux que Generali ou mieux qu'Allianz. Et quand il avait prédit en 2022 que Zurich vivrait des années dorées, on avait tiqué, mais finalement, il avait raison. Aujourd'hui, Zurich se paye plus de 4 fois ses fonds propres. Dans l'assurance, c'était censé être de la science-fiction. Et Greco veut encore grossir avec le rachat de Beazley dans le viseur pour dominer les cyber risques. 5e tentative en un an, mais les Britanniques font toujours la fine bouche. La vraie crainte, c'est qu'un fonds de private equity débarque et mette le pognon sur la table. Mais bon, après 10 ans de purgatoire, les assureurs européens sont redevenus sexy. Reste une question, est-ce qu'on est en train de revivre 2007 ou juste de savourer une revanche bien méritée? Pour l'instant, sur le graphique, ça montre pas non plus l'extase, mais on voit qu'on est en train de consolider latéralement aussi, donc on a fait une relativement bonne semaine. Mais voilà, c'est un petit peu dur de rebondir, il faudra viser la moyenne mobile des 50 jours à 572 pour essayer de casser à la hausse. En attendant, on a ce range latéral là aussi, donc on peut essayer de jouer un rebond en direction des 600 et voir un peu comment ça va se passer ces prochains temps sur la Zurich. Chez Sika, on avance, mais on ne s'emballe pas. En monnaie locale, le chiffre d'affaires progresse de 0,6%. Pas l'euphorie, mais des parts de marché en hausse partout. La croissance organique ressort à moins 0,4%, redevenant positive hors construction chinoise. La Chine, c'est le caillou dans la chaussure pour Sika. Les acquisitions ajoutent 1%. Sika continue d'acheter pendant que d'autres ralentissent. Côté rentabilité, ça pique un petit peu. 108 millions de coûts exceptionnels liés au programme Fast Forward qui font reculer l'EBITDA et la marge à 18,4%. Le bénéfice net et le cash flow baissent aussi, sans catastrophe néanmoins. Pour 2026, l'objectif est clair, 1 à 4% de croissance et marge entre 19,5% et 20%. On serre les boulons, on optimise et on promet de faire mieux que le marché pour l'année en cours. Voilà, il n'y a pas de quoi s'exciter. Vous voyez que les résultats ont été relativement bien appréciés. On a affiché un petit rebond quand même. Voilà, maintenant il faut construire. On l'avait déjà vu plusieurs fois ce graphique. Il faut construire ces 150 balles pour là aussi, un peu à l'image de Nestlé, réussir à dégager une tendance de fond pour croire que ça repartira. Alors est-ce que 2026 sera l'année de la renaissance? On peut rêver, mais en tous les cas, tant qu'on n'a pas eu une ébauche de croisement des moyennes mobiles, on n'y est pas encore, mais je veux dire, on peut espérer qu'on ait un truc comme ça ces prochains temps. Et ben pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se dessine. Néanmoins, ça a été relativement bien pris. On a l'air de leur donner le bénéfice du doute pour ces prochaines semaines. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors, DKSH, résultat mitigé en 2025, toujours plombé par le franc suisse, bodybuildier, mais dividendes relevés, classique, ça tousse encore, mais on sourit aux actionnaires. Alzo, chiffre en forte hausse, sauf le bénéfice, et ça, le marché n'a pas aimé du tout. Résultat, sanction immédiate, le titre s'est fait littéralement démonter. Phoenix Mécano, exercice en recul, détail complet le 22 avril. Pour l'instant, c'est ambiance prudente. Basilea, progression en 2025, c'est discret mais c'est efficace. Sondo a reçu le feu vert de la FDA pour étendre l'indication du Enzivu.
bonne nouvelle dans la rétine et dans les perspectives. Sunrise, légère décélération dans les recettes, mais dividende en hausse à 3,42, moins de croissance mais plus de cash. EFG International, performance solide mais bénéfice un peu court. Et surtout, prévision de 60 millions pour un litige, ça gâche un petit peu la fête. CPH, Francfort, dollar faible, surcapacité dans les blisters pharmaceutiques, volume et prix sous pression, rentabilité en chute, dividende figé à 2 francs. Sembra, année difficile, moins de volume, moins de revenus, sélection des clients plus stricte et des marges sous pression. Avolta avec une expansion en Italie, Florence et Vérone, ça voyage. Zug Estate, résultat en amélioration, immobilier stable. Novavest, bénéfices en hausse. BB Biotech, 578 millions de bénéfices nets confirmés. Siegfried, vente en hausse, rentabilité en amélioration, objectif confirmé. LLB, croissance solide, volume en forte hausse, dividende inchangé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le en vrac de la semaine. Et pour le reste, eh bien, on va commencer une semaine qui va se faire sous le signe de la digestion de l'affaire des tarifs qui reprend le plus belle. Je m'étale pas sur le sujet, mais il va falloir gérer l'impact des nouveaux tarifs de Donald Trump, alors que les anciens ne sont toujours pas supprimés, malgré la décision de la Cour suprême. Vous l'avez vu, hier, j'ai fait une vidéo sur le sujet, la miniature est là, entre le moment où j'ai tourné et hier soir, Trump avait déjà passé ses nouveaux tarifs de 10 à 15%, autant vous dire que je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici l'ouverture new-yorkaise de lundi matin. Il va donc falloir gérer tout ça en début de semaine, ça et les chiffres pourris du PIB, mais c'est toute la faute du shutdown, et les chiffres un peu trop résistants du PCE, mais ça aussi c'est toute la faute du shutdown. Et puis si en plus les USA attaquent l'Iran et que le pétrole explose, ça va bien aider l'inflation, sans parler bien sûr des tarifs. Bref, il va falloir gérer sur plusieurs fronts et réfléchir à plusieurs choses en même temps, sans compter que mercredi soir, il y aura les chiffres du trimestre de Nvidia qui seront publiés, et comme à chaque fois, ça peut nous faire swinger très fort, ou nous rassurer comme quoi Nvidia est toujours une machine à pognon. Mais une chose est sûre, si on se prend trop la tête lundi et mardi à propos de la macro, de la géopolitique et des tarifs douaniers, Nvidia fera effet de contre-feu mercredi soir. Pour faire simple, la semaine va être intéressante et on va avoir pas mal de choses à gérer en même temps, ce que clairement, on ne sait pas faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et puis n'oubliez pas d'aller voir l'autre vidéo du week-end sur les tarifs de Trump. Le lien est donc en dessous de cette vidéo et ça vous permettra de vous mettre à jour sur ce qui nous attend et ce qui peut faire ou ce qui peut se passer au niveau des États-Unis. Excellente fin de dimanche à tous, très belle journée. Bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.